Imaginez un instant que l'on vous arrache absolument tout. On vous enlève votre maison, votre famille, votre nom, vos vêtements, et même les poils de votre corps. Il ne vous reste plus que votre existence nue, grelottante sous un vent glacial, et un numéro tatoué sur la peau. Dans ce dénuement le plus total, face à l'imminence de la mort, que reste-t-il de votre humanité? Que reste-t-il pour vous retenir au bord du gouffre et vous empêcher de vous jeter sur les fils barbelés électrifiés? C'est par cette question vertigineuse, terrifiante, mais profondément nécessaire que nous allons commencer notre voyage d'aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons explorer ensemble les profondeurs de l'âme humaine à travers les yeux. L'expérience et la sagesse d'un homme exceptionnel, le docteur Viktor E. Frankl, psychiatre autrichien et survivant de l'Holocauste, auteur du chef-d'œuvre intemporel Découvrir un sens à sa vie. Ce livre n'est pas un simple témoignage historique sur les horreurs des camps de concentration, bien qu'il en soit un. C'est avant tout une leçon d'espoir, un traité de psychologie et une boussole existentielle pour quiconque a un jour ressenti le vide, la douleur ou le désespoir. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur. Car l'histoire de Frankl a le pouvoir de bouleverser la façon dont vous percevez chaque instant de votre vie. Remontons le temps pour nous retrouver dans un train bondé, roulant vers une destination inconnue. Frankl et des centaines d'autres prisonniers sont entassés dans des wagons à bestiaux. L'angoisse est palpable, l'air est rare. Soudain, un cri déchire le silence pesant, il y a un panneau, Auschwitz. À ce moment précis, le cœur de chaque passager s'arrête. Ce nom, Auschwitz, est synonyme de chambre à gaz, de crématoire, de massacre. Pourtant, et c'est là l'une des premières observations fascinantes de Frankl en tant que psychiatre. L'esprit humain possède un mécanisme de défense étonnant qu'il appelle l'illusion du sursis. Même face à la mort certaine, le condamné s'accroche à l'espoir infime qu'à la toute dernière minute, il sera gracié. En descendant du train, les prisonniers voient d'autres détenus qui semblent bien nourris, qui parlent et qui rient. L'illusion s'installe, peut-être que ce ne sera pas si terrible, peut-être qu'ils feront partie de cette élite privilégiée. Mais la réalité les rattrape violemment avec le fameux jeu du doigt. Un officier SS, grand, impeccable dans son uniforme, se tient devant la file des nouveaux arrivants. D'un geste nonchalant, presque ennuyé, il pointe son index vers la droite, ou vers la gauche. À droite, le travail forcé. À gauche, la mort immédiate. 90% du convoi de Frankl est envoyé à gauche. Frankl, lui, est envoyé à droite. Et c'est là que commence le processus brutal de dépouillement. Dans la salle des douches, Frankl tente de sauver la seule chose qui compte pour lui, le manuscrit de son livre scientifique. L'œuvre de toute sa vie, cachée dans son manteau. Il essaie de s'attirer la sympathie d'un ancien prisonnier, mais il ne reçoit en retour qu'un rire moqueur et une insulte. À cet instant précis, Frankl comprend, il doit faire une croix sur sa vie passée. Tout est détruit. Il ne reste plus que la survie physique. C'est la première phase de la réaction psychologique du prisonnier, le choc. Un choc tel qu'il engendre un humour macabre et une curiosité froide. Sous les douches froides, en voyant que de l'eau véritable sortait des pommeaux et non du gaz. Les prisonniers se mettent à rire de leur propre nudité. Une curiosité distante s'installe, vais-je survivre à ce froid? Vais-je attraper une pneumonie? Étonnamment, comme le note Frankl, les manuels de médecine mentent. L'homme peut survivre avec très peu de sommeil, entassé sur des planches de bois, sans se brosser les dents. Portant les mêmes haillons pendant des mois sans que ses plaies ne s'infectent. L'homme peut s'habituer à tout, disait Dostoïevski, mais ne nous demandez pas comment. Cette phase de choc initial ne dure cependant pas. Elle laisse rapidement place à la deuxième phase, la plus longue, la plus insidieuse, l'apathie. L'apathie, c'est la mort émotionnelle. C'est un bouclier mental absolument nécessaire pour survivre. Imaginez vivre dans un environnement où les coups pleuvent pour un oui ou pour un non, où la vue de la mort, de la maladie et de la torture est quotidienne. Au début, le prisonnier détourne le regard lorsqu'on bat un camarade. Mais après quelques semaines, ses sentiments sont émoussés. Frankl raconte avec une lucidité glaçante comment, en buvant sa maigre soupe, il regardait à travers la fenêtre le cadavre d'un patient mort du typhus qu'on venait de traîner dehors, la tête rebondissant sur les marches. Il l'observait avec des yeux vitreux, sans ressentir ni dégoût, ni horreur, ni pitié. S'il n'avait pas été psychiatre et conscient de ce mécanisme, il aurait été effrayé par sa propre insensibilité.
Cette apathie permettait de concentrer toute l'énergie psychique sur un seul but, rester en vie. La vie intérieure du prisonnier régressait à un niveau primitif. De quoi réveille-t-il la nuit? De pain, de gâteau, d'un bon bain chaud. La faim était si omniprésente que les conversations tournaient de manière obsessionnelle autour de la nourriture. Frank considérait d'ailleurs ces discussions comme dangereuses. Pourquoi torturer un organisme affamé avec des images de festins inaccessibles? Le seul moment de bonheur négatif était l'absence de souffrance, comme le fait de pouvoir s'épouiller dans une baraque un peu chauffée. Mais si cette apathie était un bouclier, elle n'était pourtant pas la seule arme à la disposition de l'esprit humain. Ce qui nous amène à une découverte stupéfiante, au cœur même de la philosophie de Frankl. Malgré la primitivité physique et mentale imposée par le camp, il était possible pour la vie spirituelle de s'approfondir. Ceux qui avaient une vie intérieure riche, même s'ils étaient physiquement plus faibles, survivaient souvent mieux que les colosses musclés. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient se retirer de leur environnement terrible pour se réfugier dans un monde de liberté spirituelle et de richesse intérieure. Laissez-moi vous raconter l'un des moments les plus sublimes et poétiques du livre. C'est un matin glacial. Les prisonniers marchent dans la neige, trébuchant dans l'obscurité, poussés par les coups de crosse des gardes. À côté de Frankl, un camarade murmure « Si nos femmes nous voyaient maintenant. J'espère qu'elles sont mieux loties dans leur camp. » Cette simple phrase déclenche en Frankl une vision d'une intensité inouïe. Il pense à sa femme, Tilly. Il s'accroche à son image. Il l'entend lui répondre, il voit son sourire, son regard encourageant. Et là, au milieu de cet enfer blanc, une pensée le transperce comme une révélation. Pour la première fois de sa vie, il comprend la vérité chantée par les poètes et proclamée par les penseurs. L'amour est le but ultime et le plus haut auquel l'homme puisse aspirer. Il saisit le secret le plus profond de l'humanité, le salut de l'homme se trouve à travers l'amour et dans l'amour. Même un homme qui n'a plus rien au monde peut connaître la félicité, ne serait-ce qu'un instant, en contemplant l'image de l'être aimé. Frank ne savait même pas si sa femme était encore en vie, et d'ailleurs, elle ne l'était plus, elle mourra à Bergen-Belsen. Mais à cet instant précis, cela n'avait aucune importance. L'amour allait au-delà de la présence physique de la personne aimée, il trouvait sa signification la plus profonde dans son être spirituel. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, car l'amour est fort comme la mort. Cette intensification de la vie intérieure permettait aussi aux prisonniers d'éprouver la beauté de la nature et de l'art d'une manière totalement nouvelle. Un coucher de soleil aux nuages rouges sans aperçu à travers les barbelés, ou le chant d'un oiseau perché sur un tas de terre glacée. Devenaient des messages de l'univers, des raisons de croire en un sens ultime. Et même l'humour, ce trait si spécifiquement humain, trouvait sa place. L'humour est une arme de l'âme pour lutter pour sa préservation, car il permet de prendre de la distance. De s'élever au-dessus de n'importe quelle situation, ne serait-ce que pour quelques secondes. Frankl s'entraînait avec un collègue chirurgien à inventer chaque jour une histoire drôle sur la façon dont leurs habitudes de camp allaient perturber leur vie future une fois libérée. Mais cette liberté intérieure, cette capacité à choisir son attitude, était constamment menacée. C'est ici que nous touchons au cœur de l'argument de Frankl contre le déterminisme psychologique. Beaucoup de gens croient que l'homme n'est que le produit de son environnement et de son héritage biologique. Les psychanalystes de l'époque auraient pu dire qu'enfermer des hommes dans un camp, affamez-les. Et ils deviendront tous des bêtes luttant pour leur survie, effaçant toute différence individuelle. Frankl prouve exactement le contraire. Dans les camps, les hommes ne se sont pas uniformisés, ils se sont révélés. Certains se sont comportés comme des porcs, dénonçant leurs camarades, volant leur pain. Mais d'autres se sont comportés comme des saints, marchant de baraque en baraque pour réconforter les malades, offrant leur dernier morceau de pain. Ils étaient peu nombreux, certes, mais leur seule existence est la preuve irréfutable que l'on peut tout enlever à un homme, sauf une chose. La dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance, de choisir sa propre voie. Chaque jour, chaque heure dans le camp offrait l'occasion de prendre une décision. Une décision qui déterminait si vous alliez vous soumettre aux forces qui menaçaient de vous voler votre moi intérieur. Ou si vous alliez préserver votre dignité. Dostoïevski disait, « Il n'y a qu'une chose que je redoute, c'est de ne pas être digne de mes souffrances. » Frankl a vu des martyrs dont le comportement prouvait que cette dignité pouvait être maintenue. Et c'est précisément le fait de ne pas voir de sens à sa souffrance qui tuait. La perte de l'espoir était mortelle, littéralement. Frankl raconte l'histoire de son chef de bloc,
un compositeur nommé F. Ce dernier confie un jour à Frank qu'il a fait un rêve où une voix lui promettait que la guerre serait finie pour lui le 30 mars. F. était plein d'espoir. Mais à mesure que le 30 mars approchait, les nouvelles de la ligne de front étaient mauvaises. Le 29 mars, F. tombe soudainement malade, délirant. Le 30 mars, le jour exact prédit par son rêve, il perd conscience. Le 31 mars, il meurt. Officiellement du typhus. Officieusement, d'une perte soudaine d'espoir qui a anéanti les défenses immunitaires de son corps. La voix de son rêve avait eu raison, la guerre et les souffrances étaient finies pour lui. Cela nous amène à une conclusion thérapeutique majeure. Pour redonner de la force à un prisonnier, il fallait lui montrer un but futur. Les mots de Nietzsche résonnaient comme un mantra pour Frankl, celui qui a un pourquoi et qui lui tient lieu de but, de finalité. Peut vivre avec n'importe quel et comment. Le problème, c'est que les prisonniers désespérés disaient souvent « Je n'ai plus rien à attendre de la vie ». Comment répondre à cela? Il fallait, selon Frankl, opérer un renversement fondamental et copernicien de notre façon de penser. Il fallait arrêter de se demander ce que nous attendions de la vie, et commencer à se demander ce que la vie attendait de nous. Nous ne sommes pas ceux qui posent les questions, c'est la vie qui nous questionne, quotidiennement et à chaque heure. Et notre réponse ne doit pas consister en des méditations philosophiques vagues, mais en des actions justes et une conduite droite. La vie, en fin de compte, signifie prendre la responsabilité de trouver la bonne réponse à ses problèmes et d'accomplir les tâches qu'elle assigne à chaque individu. Cette réflexion profonde sur la responsabilité nous transporte naturellement vers la seconde partie de l'œuvre de Frankl, où il pose les fondations de sa propre école de psychothérapie, la logothérapie. Le terme logo en grec signifie le sens. Contrairement à la psychanalyse de Freud, qui se concentre sur la volonté de plaisir, ou à la psychologie d'Adler, centrée sur la volonté de puissance, la logothérapie de Frankl est axée sur la volonté de sens. L'homme est fondamentalement motivé par la recherche d'un sens et d'un but à son existence. Et quand cette volonté est frustrée, l'homme tombe dans ce que Frankl appelle la frustration existentielle, qui peut mener à des névroses noogènes. C'est-à-dire des névroses qui ne naissent pas de conflits pulsionnels, mais de conflits spirituels et moraux. Frankl illustre cela avec l'exemple d'un diplomate américain de haut rang qui vient le consulter. Cet homme avait passé 5 ans en psychanalyse à New York parce qu'il détestait son travail et la politique étrangère américaine. Son analyste lui répétait que son gouvernement représentait une figure paternelle et que son insatisfaction n'était qu'un transfert de sa haine inconsciente pour son père. En quelques séances, Frankl découvre la vérité, cet homme n'était pas névrosé. Sa volonté de sens était simplement frustrée par sa profession. Il voulait faire autre chose. Il a démissionné, changé de carrière, et a trouvé le bonheur. La frustration existentielle n'est pas une maladie mentale, c'est la preuve de notre humanité. Douter du sens de sa vie est une détresse existentielle, pas une pathologie qu'il faut étouffer sous des tranquillisants. Aujourd'hui, cette notion est plus pertinente que jamais. Frankl parle du vide existentiel, un phénomène massif de notre époque. L'homme moderne a perdu les instincts animaux qui lui dictaient son comportement, et il a perdu les traditions qui lui disaient ce qu'il devait faire. Ne sachant plus ce qu'il veut faire, il fait ce que les autres font, c'est le conformisme, ou il fait ce que les autres lui disent de faire. C'est le totalitarisme. Ce vide existentiel se manifeste souvent par l'ennui. Pensez à la névrose du dimanche, cette dépression qui frappe les gens le week-end. Lorsque l'agitation de la semaine de travail retombe et qu'ils réalisent le vide effrayant de leur vie intérieure. La toxicomanie, l'alcoolisme, l'agressivité, la dépression et même de nombreux suicides trouvent leurs racines dans ce vide. Les gens ont de quoi vivre, mais ils n'ont aucune raison de vivre. Ils ont les moyens, mais pas le sens. Alors, comment trouve-t-on ce sens? Frankl est catégorique, le sens de la vie ne peut pas être inventé, il doit être découvert. Et il ne peut pas être abstrait, il doit être spécifique à chaque individu et à chaque instant. Il y a 3 voies principales pour découvrir ce sens. La première est évidente, c'est l'accomplissement d'une œuvre ou d'une action. Créer, construire, travailler pour un but qui nous dépasse. La deuxième voie est l'expérience de quelque chose ou la rencontre avec quelqu'un. C'est l'expérience de la bonté, de la vérité, de la beauté, de la nature, de la culture. Et surtout, c'est l'amour. Aimer quelqu'un, c'est le voir dans son essence même,
c'est voir son potentiel et l'aider à le réaliser. Mais c'est la troisième voie qui est la plus bouleversante, surtout au vu de ce que Frank a vécu. On peut trouver un sens à la vie même face à une situation désespérée, face à une souffrance inévitable. Attention, Frank ne dit pas que la souffrance est nécessaire pour trouver un sens. Souffrir inutilement est masochiste, pas héroïque. Si vous pouvez changer la situation, faites-le. Mais si vous êtes face à une maladie incurable, à la perte d'un être cher, à une tragédie inaltérable, alors vous êtes mis au défi de vous changer vous-même. Le sens se trouve dans l'attitude que nous adoptons face à la souffrance. Frank raconte l'histoire d'un vieux médecin généraliste venu le consulter pour une grave dépression. Il ne pouvait pas surmonter la mort de sa femme, décédée 2 ans plus tôt, qu'il aimait par-dessus tout. Frank l'écoute, puis lui pose une simple question, « Docteur, que se serait-il passé si vous étiez mort le premier? Et que votre femme ait dû vous survivre ?» Le vieux médecin répond, « Oh, pour elle, cela aurait été terrible. Elle aurait tellement souffert. » Frank lui dit alors, « Vous voyez, docteur, cette souffrance lui a été épargnée, et c'est vous qui la lui avez épargnée. Mais le prix à payer, c'est que vous devez survivre et la pleurer. » Le médecin ne dit pas un mot. Il serre la main de Frank et quitte le cabinet, apaisé. La souffrance cesse d'être une souffrance au moment où elle trouve un sens, comme le sens d'un sacrifice. Ce concept nous mène directement à la dernière réflexion de Frank, qu'il nomme l'optimisme tragique. Comment rester optimiste face à ce qu'il appelle la triade tragique de l'existence humaine, la douleur, la culpabilité et la mort? L'optimisme tragique, c'est la capacité de dire oui à la vie malgré tout. C'est tirer de la souffrance un accomplissement humain. C'est tirer de la culpabilité l'opportunité de changer pour le mieux. C'est tirer de la nature éphémère de la vie une incitation à agir de manière responsable. Parlons de cette nature éphémère, de la mort et du temps qui passe. Souvent, nous regardons le temps avec pessimisme. Nous voyons notre calendrier s'amincir, les jours s'envoler, et nous ressentons de la tristesse. Frank nous propose une métaphore magnifique, l'homme qui aborde la vie de manière active ne se contente pas d'arracher les pages de son calendrier. Il prend chaque page, inscrit quelques notes au dos, et l'arrange précieusement avec les autres. Il contemple avec fierté et joie toute la richesse de la vie qu'il a déjà vécue. Qu'importe s'il vieillit? Pourquoi envierait-il la jeunesse? Les jeunes ont des possibilités, certes. Mais la personne âgée a des réalités. Les possibilités ont été actualisées, les amours ont été aimés, les heures ont été accomplies, et les souffrances ont été courageusement endurées. Ces réalités sont sauvées du néant, elles sont déposées dans le passé, où rien ne peut être perdu, où tout est irrévocablement conservé. Avoir été est la forme la plus sûre d'être, affirme Frank. Et la culpabilité? Frank rejette l'idée que le criminel n'est qu'une victime de son environnement, une machine défectueuse qu'il faudrait réparer. C'est lui retirer sa dignité humaine. L'homme est libre de faire le mal, oui, mais il est donc responsable de s'élever au-dessus de sa faute, de se transformer. Frank s'est toujours opposé au concept de culpabilité collective après la guerre. Il jugeait absurde de condamner tout un peuple. Pour lui, il n'y a que 2 races d'hommes sur Terre, les gens décents et les gens indécents. Et on les trouve partout, dans toutes les sociétés, et même parmi les gardiens de camps de concentration. Certains gardiens SS ont fait preuve de compassion, risquant leur vie pour donner un morceau de pain à un détenu, tandis que certains prisonniers, les capots, battaient leurs propres frères de misère avec une cruauté inouïe. La ligne de démarcation entre le bien et le mal ne sépare pas les nations ou les classes sociales, elle traverse le cœur de chaque être humain. La philosophie de Frank est un appel vibrant à la responsabilité. Nous ne sommes pas des victimes impuissantes du destin. La liberté n'est que la moitié de la vérité, disait-il souvent à ses publics américains. La liberté risque de dégénérer en simple arbitraire si elle n'est pas vécue en termes de responsabilité. C'est pourquoi je recommande que la statue de la liberté sur la côte est soit complétée par une statue de la responsabilité sur la côte ouest. Alors que nous arrivons au terme de cet épisode, récapitulons la puissance du message de Viktor Frankl. L'homme n'est pas une chose parmi d'autres. Il est l'être qui décide toujours de ce qu'il va devenir l'instant suivant. Dans les laboratoires vivants qu'étaient les camps de concentration, Frankl a vu des hommes se comporter comme des porcs et d'autres comme des saints. L'homme porte en lui ces 2 potentialités. Laquelle sera actualisée dépend de ses décisions, et non de ses conditions. Nous devons être conscients de ce dont l'homme est capable, car comme le dit Frankl, depuis Auschwitz,
nous savons de quoi l'homme est capable. Et depuis Hiroshima, nous savons ce qui est en jeu. La prochaine fois que vous vous sentirez submergé par les difficultés, que le vide existentiel menacera de vous engloutir, ou que la souffrance vous paraîtra intolérable, repensez à Viktor Frankl. Repensez à cet homme dépouillé de tout, grelottant dans la neige, qui a trouvé le salut en contemplant l'amour de sa femme et en décidant que sa souffrance ne serait pas vaine. Demandez-vous non pas ce que vous attendez de la vie, mais ce que la vie attend de vous, ici et maintenant. Quel est votre pourquoi? Quelle est l'œuvre que vous devez accomplir, la personne que vous devez aimer, ou la dignité que vous devez maintenir face à l'adversité? La réponse est entre vos mains. C'est votre responsabilité, et c'est aussi votre plus grande liberté. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion profonde avec nous. Prenez soin de vous, trouvez votre sens, et n'oubliez jamais que même dans la nuit la plus sombre, l'esprit humain a le pouvoir de faire jaillir la lumière. À très bientôt pour un nouvel épisode.